Jean-Pierre Raffarin est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir Michel Grossier, bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous donc, pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse. Ce soir, Nadège Puljac, avec bien sûr également Perrine Tarnaud. Quel Premier ministre n'a jamais eu recours à l'article 49.3 pour faire adopter un texte sans vote? Alors est-ce que vous jetez la pierre à Manuel Valls? Au nom du syndicat des anciens premiers ministres, je ne jette pas la pierre à l'actuel Premier ministre. La situation aujourd'hui révèle une évidence, il n'y a plus de majorité gouvernementale. C'est quand il n'y a plus de majorité gouvernementale que les institutions ont donné au Premier ministre le recours au 49.3 pour imposer son autorité face à une majorité dispersée. Vous l'avez utilisé 2 fois, je me souviens. Absolument. C'est les règles constitutionnelles. Oui. Si on est attaché aux règles de la Constitution, on ne peut pas reprocher l'usage de la Constitution à un Premier ministre. Est-ce que Manuel Valls est le revanche, propre fossoyeur de sa majorité? Alors, d'abord, ce qui est clair, c'est le constat de division. Parce qu'on parle des frondeurs à l'intérieur du PS, mais il y a quand même les écologistes. Il y a le Front de gauche, Parti communiste et Front de gauche. Il y a maintenant les frondeurs. Donc on voit bien qu'il y a une grande dispersion et donc l'exécutif actuellement ne réussit pas à rassembler. Donc moi je ne reproche pas l'usage du 49.3, outil constitutionnel. Je constate que la majorité actuelle n'est plus une majorité rassemblée, mais c'est une majorité dispersée. Quelle conclusion pour l'action du gouvernement? Je pense que le gouvernement a raison d'avancer. Ah. Je pense que c'est un peu dommage de sortir des outils institutionnels aussi lourds que le 49.3 pour des lois aussi légères. Vous aviez parlé, oui, d'un bulldozer pour Bon, des châteaux de sable. Je pense que globalement, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. La loi Macron a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments plutôt positifs. Que vous auriez voté? Que nous pourrions voter. Nous avons, nous, au Sénat, enrichi le texte. Si on tient compte de notre enrichissement, nous le voterons. Si on n'en tient pas compte, on votera contre. Mais au total, ce qui a été fait par le gouvernement est assez superficiel. Le Sénat a bien travaillé. Nous, on propose le doublement des seuils. D'accord. Vous dites superficiel, mais Manuel Valls, il plaide sa cause aujourd'hui encore en défendant le 49.3. Il dit qu'il veut aller vite au nom de l'efficacité économique. Il dit faux? Non, il a raison. Ah, il a raison pour un Premier ministre qui doit avancer, et donc il cherche à avancer. D'accord, avec des mesures efficaces pour l'économie. Je pense que ces mesures ne sont pas efficaces. Aucune? Je pense que, si vous voulez, le problème du pays, ce n'est pas les notaires. Le problème du pays, ce n'est pas d'aller en autocar de Paris à Marseille. Le problème du pays, c'est les PME. C'est le développement économique, c'est notre agriculture, c'est le logement, c'est le bâtiment, c'est ce qui fait l'emploi. Il y a deux grands sujets dans le pays aujourd'hui, l'emploi et la sécurité. Et donc c'est sur ces sujets qu'il faut travailler. Sur l'emploi, il y a des mesures en faveur des petites entreprises, le plafonnement des indemnités au prud'homme par exemple, l'épargne salariale, les possibilités de crédit entre entreprises, tout ça ce sont des mesures que vous auriez pu voter et prendre même. Mais elles sont mineures. Quand vous voyez que nous sommes le champion du monde des impôts, champion du monde des charges, que nous avons aujourd'hui des PME beaucoup moins compétitives que les PME britanniques ou les PME allemandes. Moi, ce que je demande, c'est une harmonisation progressive de nos paramètres avec la Grande-Bretagne et ou avec l'Allemagne. Donc nous avons des réformes de fond à faire sur notre code du travail. Il y a des choses lourdes à faire et on nous propose des choses qui sont périphériques. Alors, sortir une arme, un bazooka du 49.3 pour des mesures aussi légères, c'est ça qui est à reprocher. Ce n'est pas l'usage institutionnel du 49.3. Avec la conclusion que vous en tirez, donc que le gouvernement n'a plus de majorité. Alors qu'est-ce qui va passer dans les 2 ans qui viennent? Il ne va plus rien se passer? J'espère qu'il va se passer des choses, parce que la situation du pays est très grave, et j'espère que le Premier ministre va prendre conscience de la gravité de la situation. Qu'est-ce que vous lui demandez par exemple, moi je considère que les mesures sur les PME, c'est une bonne introduction, la direction est bonne, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut baisser l'impôt sur les sociétés pour le capital réinvesti. Il faut baisser les charges. Il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, on supprime le seuil de 50. Déjà, sa majorité qui s'effrite, Jean-Pierre Raffarin, lui reproche de faire la politique du MEDEF. Il ne va pas aller plus loin. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a une politique de gauche et une politique de droite en matière économique pour ces questions de développement des entreprises? Moi, je réponds comme Tony Blair. Il n'y a pas la politique de gauche, il n'y a pas la politique de droite, il y a la politique qui marche. Et donc, la politique qui marche, c'est celle qui donne de l'énergie aux entreprises. Et c'est cette politique qu'il faut mener. Le Premier ministre semble, dans son fort intérieur, avoir un peu entendu cette musique.
Et donc, quand je l'entends présenter le programme PME, TPE, je dis, là, il a peut-être compris. Il va dans la bonne direction. Mais il s'arrête à la première marche et il y a tout un escalier à monter. D'accord, mais enfin, il peut, là, en bas des escaliers, il peut vous séduire, vous, comme Emmanuel Macron peut vous séduire. Je pense que ce qui va dans le sens des entreprises et de l'emploi va dans la bonne direction. Et donc, notre travail, c'est pas de dire au Premier ministre qu'il se trompe tout le temps. Notre travail, c'est de dire quand il va dans la bonne direction. Il va dans la bonne direction sur le renseignement. J'ai voté le texte. Oui. Il va dans la bonne direction sur la loi de programmation militaire. Nous allons amender, mais nous allons aller dans cette direction. Ah, d'accord. En revanche, sur l'économie, aujourd'hui, il nous montre des intentions. Il ne nous a pas encore démontré sa capacité d'action au service de l'emploi. On parle de l'emploi, mais l'emploi n'est pas au cœur de la politique économique du gouvernement à ce jour. Mais vous en faites le constat, il est quand même entravé. Mais vos encouragements, Jean-Pierre Raffarin, au Premier ministre, j'ai presque envie de parler de compliments. Il s'adresse aussi au chef de l'État? Écoutez, je parle à l'exécutif. Le chef de l'État, aujourd'hui, est dans une situation qui me paraît un peu préoccupante pour le pays. Si c'est vrai qu'il a lancé sa campagne, si c'est vrai qu'il est obsédé par l'élection, si c'est vrai que de manifestation en manifestation, il ne s'occupe de son image, il se trompe gravement, car pour les Français, le résultat sera jugé en fonction des paramètres de l'emploi, et les paramètres de sécurité. Il a le tort d'aller au-devant des Français, à la rencontre. Je pense que toute campagne électorale anticipée est une grave erreur. Et s'il regarde bien l'état de l'opinion, s'il regarde ce qu'ont été les élections municipales, ce qu'ont été les élections départementales, ce que sont toutes les partielles les unes après les autres, et il ne faut pas penser que les régionales seront suffisamment significatives, car s'il compte sur le Front National pour avoir en apparence quelques satisfactions, il se trompe lourdement, car à la présidentielle, c'est la sanction qui se prépare. Alors, vous lui demandez quoi? De rester cloîtré à l'Élysée? Agir, emploi et sécurité. Et que sur ces sujets-là, il ne trace pas un programme simplement pour 2017, mais qui pense à l'avenir de la France. Moi, je pense qu'il nous faut un programme d'harmonisation, qui est un programme à l'horizon 2025, par exemple, avec l'Allemagne. Alors, vous aurez l'occasion tout à l'heure de préciser justement vos propositions en répondant aux questions de Perrine Tarnaud. Alors, Jean-Pierre Raffarin, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez... les bonnes réponses aux femmes et que vous prenez les mauvaises? Non, je vous encourage à me formuler de bonnes, elles sont tout à fait acceptables depuis le début de cette émission. Je vais faire des efforts. Est-ce que vous croyez encore à la capacité de François Hollande de se représenter? Bien sûr. Le président de la République, la fonction présidentielle, permet à tous ceux qui l'occupent de pouvoir se représenter. Donc soyons clairs, la fonction présidentielle dans notre pays, c'est quelque chose de très important. Oui. Même quand à l'intérieur du costume, on est très faible, ça pèse quand même 20%. Le costume à lui seul pèse quasiment 20%. Donc la qualification au second tour qui se trouve le taux que lui donnent les baromètres d'opinion. Au l'ordre de 25%. Donc ça veut dire qu'un président sortant peut toujours avoir des circonstances qui lui permettent d'être au second tour. Il a ses chances. Donc on ne peut pas exclure un scénario de continuité dans la Ve République française. Ce n'est pas un jugement sur M. Hollande, c'est un regard institutionnel sur le poids de la fonction. Malgré les mots très durs employés par Nicolas Sarkozy à son encontre, qui avait parlé de sa terrible médiocrité. Ça vous a choqué, cette expression, concernant le chef de l'État? Je pense que le chef de l'État passe à côté d'un certain nombre de grands sujets aujourd'hui. Donc il y a un jugement très sévère. Vous savez, dans le pays, si on veut être objectif, on constate qu'il y a un anti-sarkozysme partiel, mais il y a un anti-Hollande qui se développe très fortement. Et c'est ce qui rend la situation du pays d'ailleurs dangereuse. Parce qu'il y a des gens qui sont plus anti que pour quelque chose. Et ça fait naturellement le lit du Front National. Donc il faut être vigilant. François Hollande est très actif également sur les dossiers internationaux, enfin très visible, on le voit se déplacer. Il était en Algérie pour un voyage express ce lundi, pour un entretien avec le président Bouteflika. Vous suivez le dossier algérien de très près, Jean-Pierre Raffarin. Le président Bouteflika qui est animé, selon François Hollande, d'une grande vivacité intellectuelle. Quand il l'a dit, vous avez souri? Écoutez, j'ai rencontré pendant plus de 2 heures le président Bouteflika il y a 1 mois et demi, et je peux vous dire que sa vélocité intellectuelle est intacte. Vraiment? Il est handicapé physiquement pour se mouvoir,
Mais les questions qu'il m'a posées sur la politique française, sur y compris ce qui se passerait au régional, sur les questions financières internationales, le président Bouteflika m'est apparu comme ayant des capacités intellectuelles qu'on lui connaît. Vous parlez-vous de vivacité, François Hollande d'allacrité. Franchement, les images que l'on voit, que l'on a vues, ne semblent pas correspondre à la définition du Larousse. Pour ces mots. Écoutez, très franchement, soyons très, très prudents sur ce sujet. On avait dit beaucoup de choses avant que je ne le voie. C'est une personnalité qui a aujourd'hui un certain nombre de difficultés à se mouvoir, ce qui donc donne le sentiment extérieur d'un affaiblissement. Mais quand il parle, il a une vivacité. Je vous assure qu'il est allé dans les détails d'un certain nombre de projets que je connais bien pour... On n'est pas complice d'un mensonge qui est infligé au peuple algérien qui n'est pas dupe. Écoutez, les relations avec l'Algérie sont extraordinairement complexes. Ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle la France doit être là. Oui. Et à chaque fois qu'il peut y avoir une occasion de faire des progrès dans la relation franco-algérienne, nous sommes liés par un destin, nous sommes une communauté de destin. Il y a du tragique dans notre histoire, mais il y a aussi des perspectives, et ces perspectives-là font que nous avons un devoir d'attention vis-à-vis des uns et des autres. Très bien, nous avons des intérêts communs, vous avez raison de le rappeler, mais par exemple, le principal opposant au président Bouteflika, Ali Benflis, qui s'était présenté, l'ancien Premier ministre, qui s'était présenté contre lui, il évoque une vacance du pouvoir aujourd'hui à Alger. S'il se trompe? Je pense que le rôle de la France aujourd'hui, c'est de travailler avec les autorités algériennes. Ces autorités algériennes ont ouvert un certain nombre de pistes de coopération dans les périodes récentes qui sont très significatives. Et si on veut améliorer durablement la relation entre la France et l'Algérie, il faut répondre à ces impulsions algériennes aujourd'hui exprimées. Donc le président de la République, sur ce sujet, est vraiment dans la mission qu'est la sienne de penser à l'avenir de la France et à l'avenir de la relation entre la France et l'Algérie. Cet avenir-là, il est un avenir en partie commun. Il faut l'intégrer. Avec Nadège Buljak, première femme qui va nous rejoindre sur ce plateau. Donc Jean-Pierre Raffarin, Nadège de l'AFP, nous allons maintenant aborder la situation chez les Républicains. Y a-t-il eu un élan après le congrès fondateur? Et qui en profite le plus, tiens, dans le cadre des primaires? D'abord, Jérôme Rabier évoque un changement qui vous touche directement avec la fin des courants, hein, notamment donc les humanistes, que laissait vivre jusque-là l'UMP. Pour certains, la fin de l'UMP et la naissance du parti Les Républicains n'est qu'un changement de façade. Mais derrière la vitrine, les statuts, eux, ont bien évolué. Fini les courants équivalents des motions socialistes. Les Républicains voguent désormais sous un seul et même étendard. On a dit dans les statuts, on est tous républicains, on est tous ensemble. Maintenant, ça n'empêchera pas le moment venu chacun de faire ses choix sur des projets ou des propositions. Les courants, c'était le risque de transformer les courants en écurie présidentielle. C'est-à-dire que le responsable de chaque courant pouvait se trouver des velléités d'être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est vraiment l'inverse de ce que nous voulons. Mais une même étiquette n'efface pas les différences, d'autant que les écuries des présidentiables, derrière lesquelles se range leur soutien, sont en passe de les remplacer. Alors pour maintenir son influence, la droite forte, qui était le courant arrivé en tête en 2012, compte bien toujours s'appuyer sur sa sensibilité. Je donne donc priorité aux sensibilités. La mienne, c'est la droite forte. Et même si l'émotion meurt, les sensibilités demeurent, plutôt qu'aux écuries qui, honnêtement, n'intéressent pas grand monde ou qui les intéresseront, mais seulement en temps voulu. Des courants, on est donc passé aux sensibilités, sans vraiment savoir quelle tendance pèse le plus au sein du parti. De quoi faire regretter l'UMP à certains. Le problème, c'est qu'un débat d'idées possible à l'UMP, on va avoir, je crains, des querelles de personnes aux Républicains. Avec les courants, ça permettait que chacun puisse s'exprimer, ça permettait éventuellement à un moment que les militants puissent s'exprimer et qu'il y ait une position de prise. Il n'y a pas de courant, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va être un peu comme d'habitude, chacun va faire des déclarations dans tous les sens et à la sortie, on ne saura même pas quelle est la position du mouvement. Un mouvement voulu par Nicolas Sarkozy pour recoller les morceaux d'une UMP éclatée. La course à la primaire qui démarre déjà 1 an et demi avant le vote sera un crash test efficace pour voir si l'unité est de façade ou durable. Voilà, Nadège Buljak nous a rejoint. Bonsoir, chers consoeurs de l'agence France Presse. Vos questions à Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir, monsieur Raffarin. Alors, bonsoir, on vient de voir... Quelle voix de stentor, c'est pour m'impressionner. On voit... J'aurais du mal, je sais. Hein.
Alors, les courants ont disparu, hein, on appelait ça aussi Dommage. le mouvement, les sensibilités. Vous dites dommage parce que vous animiez un courant qui s'appelle les humanistes. Alors, il n'y a plus d'humanistes à l'UMP. Ah, pardon, aux Républicains, il n'y a plus d'humanistes? Il y a toujours des humanistes, et ils sont relativement nombreux. Mais je regrette cette décision parce que je crois que le débat d'idées a besoin de confrontation de pensée et qu'un parti, ça ne s'organise pas qu'en fonction des individualités, mais ça s'inscrit aussi en fonction de pôles de conviction. On ne peut pas dire que l'idée libérale n'est pas quelque chose d'assez bien défini. La pensée humaniste est aussi quelque chose de bien défini. Je crois qu'il y a dans notre tradition des nécessités à ce qu'il y ait un travail de pensée. Quand la droite forte, plus bonapartiste, fait référence à des courants historiques, je respecte cette droite forte. Nous devons avoir des discussions, des alliances, des compromis. Nous devons être rassemblés parce que le Front National est menaçant. Nous avons donc des différences, mais si les différences ne sont pas exprimées, si les différences sont mêlées et qu'on remplace humaniste, libéral, bonapartiste, orléaniste par Juppé, Fillon, Sarkozy et tout ça. Enfin, vous parlez en fait, qu'il n'y aura pas de confrontation. Vous savez bien qu'il y en aura des confrontations. Non, la primaire va arriver dans combien maintenant? 18 mois? moi, je pense qu'il faut avoir des confrontations d'idées. Et je pense que ça vaut la peine de réfléchir ensemble. Pour moi, la dignité de la politique, c'est la cohérence entre une pensée et une action. En quoi je suis moi-même, de mon point de vue, cohérent dans mon action politique, c'est que j'ai un certain nombre de valeurs et que ce que je fais, eh bien, je le fais en fonction de ces valeurs. C'est la cohérence entre une pensée et une action. Et les autres, il faut et comme alors, vous. si on n'a pas de débat de pensée, ça veut dire que l'action, que le pragmatisme, qu'au fond, on aura un certain nombre de débats qui ne seront que des débats assez techniques, sans orientation de pensée. La vie politique, c'est aussi de la pensée. C'est moins bien que l'UMP, alors, les Républicains. Je pense que les Républicains, c'est une approche positive. Ça a été un rassemblement. Je crois que c'était très significatif parce que ça vous a peut-être échappé. Mais avec le départ d'un certain nombre de centristes qui ont constitué l'UDI, le grand enjeu En pour nous, 2012. c'était de savoir si cette UDI allait devenir l'UDF. Pour que cette UDI redevienne ce qu'était l'UDF, ce qui aurait signifié que l'UMP redevienne le RPR, il fallait pour cela que des centristes, des humanistes, des libéraux de l'UMP quittent le mouvement pour rejoindre Et ça ne s'est pas l'UDI. produit, alors ça c'est un point positif. Ça ne s'est pas produit, c'est-à-dire que le scénario bipolaire UDF et RPR est abandonné et que nous sommes dans un scénario de rassemblement, les Républicains. Mais dans ce rassemblement, je souhaite que les sensibilités existent, car moi, je ne me définis pas en fonction d'un candidat. Aujourd'hui, je me définis en termes de pensée Alors politique. justement, des idées, vous allez pouvoir en exposer, puisque Nicolas Sarkozy, qui était devant les députés ce matin et aussi devant les sénateurs, hein, je suppose que vous étiez là aussi, a redit qu'il fallait réfléchir sur tous les sujets. Il n'y avait pas de sujet tabou, y compris l'immigration, le droit du sol. Alors justement, ce droit du sol dont on parle tant, est-ce que c'était utile d'ouvrir le débat maintenant? Je crois que c'est utile d'ouvrir le débat. Pourquoi? Pour le remettre en cause? Parce que je pense que la situation dans notre pays devient une situation de tension très préoccupante. Je vous assure qu'il y a aujourd'hui un sentiment dans le pays comme quoi l'étranger pourrait être menaçant. Et ça, c'est très grave. Il faut lutter contre ce sentiment-là. Et donc, il ne faut pas laisser s'installer dans le pays avec ces vagues migratoires un sentiment qui serait contraire des valeurs de la France. Pour cela, il faut en parler. Cacher les problèmes, ça ne signifie pas qu'on est capable de les résoudre. Mais ça veut Et dire donc, quoi en clair? Qu'il faut ça revenir veut à un dire droit du sang, par exemple? Ça veut dire qu'il faut discuter. Moi, je pense que je suis favorable au droit du sol. Mais il y a peut-être un certain nombre de cas selon lesquels il pourrait être un débat ouvert sur le sujet. Je pense qu'il faut montrer aux Français que tout ce que nous avons dit sur l'immigration il y a 20 ans doit être aujourd'hui revisité. Car le niveau de l'immigration n'est plus du tout le même. Et donc nous avons aujourd'hui à organiser une société sereine et apaisée, et c'est certainement pas en laissant le sentiment que les Français aujourd'hui n'ont pas d'attitude ouverte sur l'asile, par exemple, qu'on va résoudre la question de l'apaisement de la France. Je vous cite un exemple. Nous avons, par exemple, dans notre monde rural, un déficit démographique très important.
on est très souvent dans la situation où on ferme des écoles. On pourrait très bien sauver un assez grand nombre d'écoles en faisant en sorte qu'une, 2 ou 3 familles puissent venir dans un certain nombre de C'est des quotas, ça s'appelle des quotas, ça. Non, pas forcément. Pas forcément. Ça veut dire qu'on pourrait accueillir. Et ça, on ferait en sorte que l'étranger, au lieu de venir déranger, il vient sauver un territoire, il participe à une dynamique. Et si c'est à doses qui sont des doses humainement acceptables par les uns et par les autres, l'intégration est globalement réussie. Et donc, je crois qu'il faut vous avez travailler une position, vous, d'ouverture. Moi, je pense qu'il faut reconstruire une pensée de l'immigration. Et pour cela, il faut évidemment repenser Schengen, il faut harmoniser l'Europe, il faut faire un certain nombre de choses. Il ne faut pas se dire, on va défendre le droit du sol, le droit du sang. Non, on peut discuter de tout. Nicolas Sarkozy a raison sur ce plan. On peut discuter de tout. Moi, j'ai une vision très positive et humaniste du sujet, mais je ne veux surtout pas nier les problèmes qui sont posés dans un certain nombre de quartiers où là, on a fait de la concentration et du communautarisme. Vous êtes pour des centres d'accueil pour les migrants qui viennent en France et qui réclament le droit d'asile? La question est posée. C'est très difficile. J'en ai un dans mon département, dans le département de la Vienne, 80 personnes qui vont s'installer à Loudun. Je pense que ça a été très mal présenté. Je pense qu'à terme, des petites équipes intégrées, mais bien présentées, nous avons un centre AFPA, qui était un centre AFPA qui était condamné, qu'on va réhabiliter à cette occasion. Il y a du positif dans le sujet. Mais tout ça devrait être expliqué et non pas donner le sentiment que c'est quelque chose qui est fait contre le territoire. C'est quelque chose qui peut être utile au territoire. Mais pour cela, il faut consulter, il faut discuter. Il n'y a pas aujourd'hui d'accompagnement. Et donc, il n'y a pas de débat serein sur l'immigration. On cache le système, on laisse le Front National avoir un discours négatif. Parfois, on sur court le sujet. après lui. Parfois, il impose son discours. C'est un sujet très important pour moi. Il nous faut une vision humaniste, mais responsable de l'immigration, c'est-à-dire avec des limites, avec une politique de Schengen révisée et donc avec une responsabilité française assumée. C'est tout ce que vous allez dire pendant la convention qui aura lieu sur l'immigration, puisque M. Sarkozy a annoncé une prochaine convention sur l'immigration. Ce sont ces sujets-là que vous voulez voir abordés pendant cette convention. Alors, je rappelle juste que Claude Guéant, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur de M. Sarkozy, il a dit aujourd'hui que c'était difficile de revenir sur le droit du sol, qui est profondément inscrit dans l'histoire de France. Apparemment, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là. Non, c'est vrai que le droit du sol est profondément inscrit dans notre histoire. Lui, il dit c'est difficile de revenir là-dessus. Oui, mais je pense qu'il y a certains cas, on peut discuter d'un certain nombre de choses. Moi, ce que je ne veux pas donner le sentiment aux Français, c'est que par parisianisme, par esprit bobo, tout ça, ces sujets-là, c'est pour les Français. Nous, la classe dirigeante, l'immigration, on ne connaît pas. Moi, je ne veux pas être là-dedans. Parce que les Français, ils sont face au problème de l'immigration. Et donc, il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas aborder, y compris le droit du sol. Que l'on ait après, dans le débat, une vision qui est plus restrictive ou plus humaniste, ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je considère que les Français, sur ce sujet, sont exaspérés et qu'il vaut mieux les écouter plutôt que de les étouffer. Alors, parmi les sujets qui fâchent, justement, il y a l'islam. Vous avez fait une journée de travail sur l'islam le 4 juin. Ça a été très critiqué, surtout par la gauche, et pas seulement, également chez vous. Certaines personnes ont critiqué. Alors, on n'a pas eu d'écho sur ces travaux. Qu'est-ce que vous êtes dit pendant cette journée ? Parce que les sujets sont des sujets de réflexion difficiles et qu'on ne peut pas tout résumer en des slogans et en quelques minutes de télévision. Sur le sujet de l'islam, c'est un sujet extrêmement difficile. Est-ce qu'il existe un islam modéré, par exemple ? C'est cette question fondamentale. Il y a un certain nombre de gens, y compris modérés, qui nous disent non, il n'y a pas d'islam modéré. Moi, je pense qu'il y a un islam modéré. Mais comment peut-on le définir et comment peut-on faire en sorte qu'il y ait de la place dans notre République pour un islam modéré? Ces sujets-là, ils doivent être développés et discuter. Et donc nous sommes en train de discuter. Mais franchement, que la gauche nous reproche de discuter de l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui quand même dans notre pays sur ces sujets. Ça veut dire qu'on le nie le problème? Interrogez un peu les Français sur le sujet, vous verrez que pour eux il y a un problème. Donc comment le définir? Où est-ce que nous allons? Je pense qu'il y a une forme de crainte, une peur que si vous n'acceptez pas l'idée qu'il y a d'islam modéré, l'islam va dériver vers de l'islamisme. Et à ce moment-là, vous créez de la peur parce que vous avez franchi un certain nombre de limites de sécurité qui font peur aux gens. Donc la question fondamentale, c'est comment on peut faire en sorte que, de bonne foi, il y ait un islam qui se développe dans notre pays, qui soit compatible avec les règles de la République, y compris la laïcité. Oui
à l'exercice religieux dans notre pays, non à ce que l'exercice religieux devienne un projet politique. Donc nous avons un certain nombre de choses à clarifier de cette nature. Mais franchement, penser qu'il n'y a pas de débat sur l'islam dans notre pays, c'est pas écouter les Français et la crainte de nous voir à un moment les islamistes peser lourd dans la société française. Alors, je voudrais passer à un tout autre sujet, les primaires. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait une confrontation constructive dans votre parti. Ce sera peut-être le cas pour ces primaires. Ou bien est-ce que ça peut dégénérer en écurie, en bataille personnelle, d'ego Comment ça va se passer, ces primaires? Enfin, la préparation de ces primaires. D'abord, moi, je souhaiterais que ça ne se passe pas trop vite. Parce que je pense que la primaire, elle doit démarrer à peu près dans un an. On voit bien que tout le monde est déjà parti. Elle va voir l'automne. Bon, c'est pour ça que je crois qu'il vaut mieux aujourd'hui s'attacher à un certain nombre de sujets collectifs, où on parle avec Juppé, avec Fillon, avec Sarkozy, avec les uns, avec les autres, un certain nombre de sujets, y compris l'immigration, y compris l'islam, des sujets sur la croissance, sur les relations franco-allemandes. On a une bonne dizaine de sujets fondamentaux. Je voudrais qu'on éclaircisse ces sujets-là. Ce serait un tronc commun? Ce serait des éléments de réflexion communs. Et donc, à partir de ce moment-là, on lancera la bataille pour les primaires. Je ne voudrais pas que la bataille des personnes domine complètement la réflexion. Après, chacun aura ses propositions, mais sur le fond des choses, vous voyez par exemple la place pour l'islam modéré, mais qu'est-ce que c'est que l'islam modéré en France? Et quelle place nous donnons à l'islam modéré? Et donc, comment nous faisons en sorte qu'on puisse être dans la République des combattants contre l'islamisme intégriste, mais en revanche, qu'on soit tolérant sur l'islam modéré? Tout ça, ce sont des choses qu'il nous faut définir tous ensemble. Et ensuite, dans un an, on lancera la primaire. Et j'espère qu'à ce moment-là, la primaire se déroulera à partir de fondements, de pensées qui seront structurés. Bon, avant les primaires, il y a les régionales. C'est en décembre 2015. Alors, est-ce que, à votre avis, il y a beaucoup de régions gagnables par votre famille politique? Quand je dis votre famille politique, je pense à la droite et le centre, puisque apparemment, vous allez vous unir. C'est bien cela? Je crois qu'il y a un bureau politique, d'après ce qu'a dit M. Sarkozy ce matin devant les sénateurs, donc devant vous. Il va demander à son bureau politique, à votre bureau politique, notre bureau politique, votre bureau politique, c'est pour ça que je rectifie, mardi, de voter sur l'union de la droite et du centre pour les listes au régional. C'est bien ça? C'est bien ça, mais nous ne sommes pas encore tout à fait arrivés au terme de la négociation en ce qui concerne les têtes de liste. Donc parce qu'il faut y avoir un accord. Nous sommes tous sur cette ligne-là. La droite et le centre doivent être unis. Qu'est-ce qui cloche? Vous avez des points de friction? Je pense que le point de discussion, c'est entre les régions qui sont des régions très favorables et des régions incertaines. Donc on ne peut pas, par exemple, faire en sorte que l'UDI ait les régions certaines et puis que les Républicains et les régions incertaines. Parce que je crois qu'il y a trois régions qui sont réservées au centre. Il faut conjuguer le nombre de régions avec la probabilité de victoire. Donc on ne peut pas avoir une majorité pour les Républicains dans les régions incertaines et une majorité pour l'UDI dans les régions certaines. Donc c'est pour ça qu'il y a discussion, que la discussion n'est pas achevée à ce jour. Votre choix pour la primaire, vous le ferez connaître clairement, c'est-à-dire dans un an? Dans un an, jour pour jour, oui. Au mois de juin, j'ai déjà choisi, mais je ferai connaître mon candidat. Vous avez déjà choisi? Oui, vous nous l'avez déjà dit. On a deviné. Vous avez déjà choisi votre candidat. Vous ne voulez pas nous le dire, mais ce que vous pouvez peut-être nous dire, c'est quelle ligne rouge il ne faut pas franchir pour être sûr d'être soutenu par vous? Où est-ce que vous placez la ligne rouge? Moi, je pense qu'il faut avoir une grande conscience des difficultés de la France, donc d'être très ambitieux, de choisir un projet qui soit un projet vraiment de rupture. Et je pense qu'il faut avoir une stratégie de rassemblement et pas une stratégie de tension. Et donc, à la fois de l'ambition et du rassemblement. Et c'est, je pense, sur ces deux axes-là qu'on peut essayer de bâtir un programme crédible qui devra être appliqué au moins à 50% dans les 6 premiers mois. L'essentiel doit être fait dans les 6 premiers mois, donc préparé auparavant. Si je dis Alain Juppé, je m'expose à un démenti. J'allais dire entre Juppé et Sarkozy, mon cœur balance. J'étais plus... Et pourquoi vous excluez François Fillon? Oh pardon, donc, oui c'est vrai. Bon, s'il vous plaît, quand je vous parle de programme, François Fillon a aujourd'hui des... Donc pour le moment, moi je n'ai pas à choisir. Je suis pour justement que les primaires ne soient pas anticipées. Donc je ne vais pas participer à une anticipation que je ne souhaite pas. D'accord, merci beaucoup Nadège. Perrine Arnaud arrive maintenant. Donc Nicolas Sarkozy a rendu visite aux sénateurs Les Républicains ce mardi.
dit. En jeu, l'alternance, rien n'arrêtera l'alternance, répète l'ancien chef de l'État. Tous les élus de son camp sont d'accord, bien sûr, mais tous ne souscrivent pas forcément à son idée d'une abrogation générale des lois votées par la gauche. Sandra Cerquera. C'est bien plus qu'une visite de courtoisie. La 5e depuis que Nicolas Sarkozy a pris la présidence du parti. Cajoler les sénateurs, les convaincre du bien fondé de la stratégie du clivage. Il souhaiterait une proposition de loi commune Assemblée-Sénat pour abroger toutes les mesures de François Hollande, jugées néfastes pour les entreprises, et frapper ainsi un grand coup contre le gouvernement. Sauf que les sénateurs ne semblent pas très emballés. S'opposer oui, mais pas à tout prix. Le Sénat a toujours eu l'esprit très indépendant. Donc ce n'est pas un parti, enfin ce n'est pas un groupe qui a le petit doigt sur la couture du pantalon et qui dit amen à tout ce que peut demander quelque président de la République que ce soit ou quel que soit le parti politique auquel il appartient. L'opposition constructive, c'est ce que défend Gérard Larcher. Il peut avoir des échanges vifs avec Nicolas Sarkozy. Car pas question pour lui d'abroger toutes les lois votées par le gouvernement socialiste si jamais la droite gagnait la présidentielle de 2017. Chez les Républicains du Sénat, on défend tout au plus l'idée d'être un laboratoire pour préparer le programme de la droite. Quand on propose une chose nouvelle, par exemple sur le code du travail, par exemple sur la compétitivité, évidemment on est contraint de rectifier les dispositions toxiques que la gauche a voulu voter. Le Sénat, qui est moins dans l'actualité que l'Assemblée nationale, moins sous la pression médiatique, je pense qu'il faut que nous aussi, on réfléchisse. J'ai lancé une dizaine de groupes de travail pour qu'on puisse préparer l'alternance. Déjà dans la préparation de l'alternance, l'objectif est bien que le Sénat de droite serve la campagne du futur candidat républicain, comme l'a été le Sénat de gauche pour François Hollande en 2012. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Vos questions à Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin. Si la droite revient au pouvoir en 2017, est-ce qu'il faut mener cette politique de la terre brûlée et raser tout ce qui aurait été fait pendant le quinquennat de François Hollande? Non, évidemment non, mais c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Il faut que la droite dise aux électeurs, non mais je ne parle pas de vous, mais je parle de ceux qui proposent ça. Ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et de dire dans la campagne électorale ce qu'on veut faire et dire comment on va le faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on fera un référendum? Est-ce qu'on fera des ordonnances? Moi, je pense qu'il faut faire l'essentiel des choses dans les 6 mois. Donc aller très vite et gouverner par ordonnance. Et donc de dire clairement dans la campagne qu'est-ce qu'on fait sur les 35 heures. Est-ce qu'on vient par exemple à 38 heures? J'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on parle des 35 heures à droite. Mais parce que c'est quand même très important. Et donc on décide de le faire et on dit on va le faire par ordonnance. Ou vous nous élisez et on le fait, ou vous choisissez les autres et ce ne sera pas fait. Mais si vous nous élisez, ce sera fait et voilà comment ce sera fait. Dit sur les 35 heures, ça fait 15 ans que la droite en parle. Non, mais attendez. Non, je vous dis une chose différente là. Je vous dis que l'ordonnance, elle sera dans le débat. Je vous dis que le projet de référendum, il sera dans le débat. C'est-à-dire que les mesures que nous voudrons seront connues. Et donc moi je souhaite que nous puissions non pas gagner par des ambiguïtés, mais nous gagnons par non seulement des projets, mais la manière dont le projet sera fait dans les 6 mois. Donc gagner par des propositions et non pas gagner en jouant à tout prix, comme le dit pour l'instant Nicolas Sarkozy, sur des clivages gauche-droite. Je pense que ce qui compte, c'est de faire un projet, mais autant il faut annoncer le projet, il faut aussi annoncer la gouvernance du projet. C'est-à-dire de dire, on siégera par exemple du 1er juin au 1er novembre. Au moins, il va falloir se dire que tout l'été, on transforme la société française et que ce grand chantier de réforme, il faut le présenter aux Français de manière à ce qu'on dise finalement, on préfère perdre plutôt que de ne pas appliquer notre programme. On a été souvent dans cette situation. Maintenant, c'est fini. Moi, je fais partie de ceux qui disent, écoutez, il faut qu'on puisse mener notre programme. Je préfère qu'on perde. Si les Français ne veulent pas qu'on réforme la France, ils choisiront les autres. Mais s'ils veulent qu'on réforme la France, on la réformera. Mener votre programme, ça veut dire quand même détricoter certaines réformes qui sont des marqueurs du quinquennat de François Hollande. On pense ça doit bien pas sûr être l'objectif. Au mariage pour tous, à la réforme du collège ou encore à la réforme territoriale qui a été très combattue ici au Sénat.
L'objectif, c'est pas tout à fait ça. L'objectif, c'est quand même l'emploi. Donc, il ne faudra pas revenir, par exemple, sur aucun de ces 3 textes-là? On pourra revenir sur un certain nombre de textes. Je pense qu'il faut toiletter l'affaire du mariage pour tous. Je pense que toiletter, ça veut dire quoi, il y a des textes réécrire. On a dit comme ça a été dit par. C'est soit on abroge le mariage. Non. On peut redéfinir les choses. Donc on a décidé de travailler sur ce sujet. On a déjà engagé le travail sur ce sujet. Donc il y a un certain nombre d'orientations qui sont prises. Je pense que nous avons des textes que les socialistes ont fait voter qui ne sont pas forcément des problèmes pour nous. Je pense à la loi sur le renseignement dont nous avons vous l'approuvez aujourd'hui. Une commission mixte paritaire ce matin qui fait qu'on a trouvé un texte commun, d'ailleurs à partir d'un texte du Sénat. C'est un peu des seuls textes, un des seuls textes vous verrez sur la loi de programmation militaire. Sur la réforme territoriale qui tient au cœur des sénateurs ici, par exemple le redécoupage des régions, Nicolas Sarkozy, lui il a dit qu'il fallait revenir en arrière. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça sera possible? Ça, j'en suis pas sûr. Et donc, il faudra voir un peu ce que vont donner ces nouvelles grandes régions. Est-ce que ces grandes régions vont s'imposer ou est-ce qu'elles vont être quelque chose qui, finalement, apparaîtra comme très artificiel? Elles n'existeront qu'à peine. Donc ça, nous verrons un peu. Mais suffisamment pour voir si elles ont trouvé leur place, en tout cas auprès des territoires. Moi, je pense que ce sera difficile de revenir sur ce type d'élection. Et donc, globalement, sur l'ensemble de la réforme territoriale, parce qu'on a l'impression quand même, on a le sentiment que les élus territoriaux sont un peu exaspérés par tous ces changements de pied. Je crois. Il y a deux voies, si vous voulez. Il y avait celle que Nicolas Sarkozy avait dit, c'était le rapprochement département-région. Le conseiller. Et l'autre voie, c'était les grandes régions et des départements. Donc moi, je reste intéressé par cette logique-là, mais à ce moment-là, il faut renforcer le département. Ce qu'on n'a pas trouvé intelligent de la part du gouvernement, c'était de vouloir des grandes régions et de supprimer le département. Moi, je crois qu'il faut renforcer le département, quitte à l'agrandir. Je crois qu'il y a des départements qui devraient, par exemple, rassembler deux départements. Je crois que la Charente et la Charente-Maritime pourraient faire un département. Peut-être que la Vienne et les Deux-Sèvres pourraient faire un département. Donc dans une grande région aquitaine, on pourrait avoir... Donc il y a des projets de réforme pour ça. Je pense qu'il faudra en discuter, que le Sénat devra discuter. Mais le Sénat... Est-ce que c'est justement le rôle du Sénat, effectivement, d'être le laboratoire de l'alternance de 2017, de préparer cette alternance? De préparer l'alternance, mais non pas en étant aux ordres d'un parti, mais de regarder les problèmes de la société française. Ou d'un homme, mais de regarder les problèmes de la société française et apporter des solutions. Moi, je pense que sur le territoire, nous avons à observer ce qui va se passer et à tirer les leçons de l'expérience de tous les élus que nous représentons. Et donc, le Sénat ne doit pas partir « qu'est-ce que je dois casser ?» dans ce qu'ont fait les autres, mais qu'est-ce que je dois apporter comme réponse aux problèmes des Français. Donc on ne part pas de l'opposition. Si l'opposition a fait des choses mauvaises, on les changera. Mais ce n'est pas par rapport à l'opposition, c'est par rapport aux problèmes des Français. Et s'il faut résoudre des problèmes des Français, aujourd'hui, il faut gagner en efficacité et en budget. Je ne veux pas revenir forcément à la loi Sarkozy. Si la loi Sarkozy est la bonne réponse, on viendra. Mais s'il y a, par exemple, des grandes régions qui s'affirment, et à ce moment-là, la création de grands départements, et d'arriver à l'idée de Michel Debré d'avoir 60 départements, peut-être que c'est quelque chose qui serait une voie meilleure. Mais je partirai du problème des Français et pas de la stratégie droite-gauche. Donc être constructif. On va parler un peu de vous maintenant, Jean-Pierre Raffarin, puisqu'un documentaire a été réalisé sur vous par Cyril Viguier. Il sera diffusé la semaine prochaine sur France 3. Je vous propose d'en regarder un extrait. C'est Christophe Barbier, le directeur de la rédaction de l'Express, qui parle de vous. Il parle notamment de votre avenir possible. On l'écoute. Comment être indispensable au prochain pouvoir? La droite gagne en 2017, supposons, il y a un président. Est-ce qu'il a besoin de Raffarin? Raffarin n'est pas président du Sénat. Raffarin, c'est la Vienne, c'est pas un gros département, il ne va pas redevenir président de Poitou-Charentes, pas besoin. Raffarin, c'est un ancien Premier ministre, mais il y en a beaucoup, pas besoin. Raffarin, c'est la Chine. J'ai présidé ce comité France-Chine et j'allais en Chine. Et Raffarin devait y aller la semaine suivante. Et je lis dans les journaux qu'il va sans doute renoncer à son voyage à cause de la grippe. Alors je l'appelle au téléphone, lui, ne faites pas ça. Il ne faut pas reculer devant une maladie qui frappe un peuple ami et qui attend votre visite. Et il y est allé. C'est la réelle politique d'avenir. Dans les années 2017-2022, ça sera quoi l'actualité? Des révoltes en Chine, la pollution en Chine, la guerre des monnaies. L'homme politique qui n'aura pas un bon contact avec la Chine, eh bien, il part avec une jambe en moins. Venir avec Raffarin quand je rencontre le président chinois, nommer Raffarin au Quai d'Orsay, c'est déjà avoir une grande porte d'entrée en Chine. Nommer Raffarin au Quai d'Orsay. Des confrères, vous voyez, qui pensent à votre avenir. Est-ce que ce serait le job de votre rêve, enfin le job qui vous ferait rêver? Écoutez, le Quai d'Orsay, les affaires étrangères. Avec la politique, je ne suis plus à l'étape des rêves. Et donc, quand même, un petit peu, non? Des ambitions? Des ambitions, peut-être, oui. Mais en tout cas, c'est une responsabilité passionnante, forte.
Mais ça ne peut se faire qu'en grande proximité avec un président de la République. Ce sont des sujets qui se partagent. La politique étrangère de la France, c'est quelque chose qu'on apprend à qu'on partager. fait. Il faut avoir pour le président un respect, une proximité, et donc tout ça, on en reparlera le moment venu, mais c'est une mission qu'on n'accomplit pas seul, on l'accomplit avec un président, puisque... Il faut que votre candidat passe le cap des primaires, on l'a compris. Écoutez, nous verrons tout ça, c'est bien trop loin. Et soit élu derrière. Mais vous savez, très franchement, je suis très heureux aujourd'hui dans l'action politique parce que je suis passionné par la Commission des affaires étrangères du Sénat. Que vous présidez ici au Sénat. Et au fond, je n'aspire à rien d'autre. J'ai dans mon département des projets, on va inaugurer un Center Park dans la Vienne dans quelques jours, le 10 juillet, 1000 emplois directs et indirects. Ça, c'est vraiment du bonheur. J'ai un autre grand projet avec Joël Robuchon qui est dans mon propre département. J'ai beaucoup de choses qui font que la Chine d'un côté, le terrain de l'autre, au fond, je suis... Il n'y a pas d'usure. 2017 n'est pas une perspective comblé. pour vous? 2017, non, ça ne fait pas partie d'une échéance La pour moi tentation de l'Élysée. particulière. Je travaille sur des projets qui vont se dérouler dans mon département du 10 juillet prochain avec le Center Park à des projets pour 2022-2025. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me hante. Et je suis un homme politique apaisé, ce qui me permet de parler avec gentillesse ou avec sévérité vis-à-vis des autres. Vous n'avez jamais eu la tentation finalement de jeter l'éponge après Matignon, c'est éprouvant quand même d'être Premier ministre, après les 2 échecs aussi ici à la présidence du Sénat. Il n'y a jamais eu d'usure, de tentation de non, venir. mais vous savez, d'abord, pour moi, le combat, c'est la dignité de la politique. Si vous avez le sentiment qu'à un moment, vous avez quelque chose à apporter, moi, les batailles au Sénat, je n'ai pas vécu ça comme des drames. Moi, je pensais que pour le Sénat, il fallait faire un certain nombre de choses. J'ai voulu les proposer, on les prend pas. Et puis, je suis à la Commission des Affaires étrangères, et puis je travaille avec le président actuel. Je ne fais pas de tout cela les enjeux de ma vie. Je suis quelqu'un qui a une réflexion personnelle, qui a une religion, qui sait ce que c'est qu'un peu le spirituel. Donc, je mesure aussi ce qu'est la limite d'un certain nombre de choses. Donc, je ne suis pas complètement ligoté par une ambition. Et ce qui m'a toujours éloigné de la tentation présidentielle... Et c'est votre force, vous diriez, aujourd'hui? Oui, ça me donne une forme de désintéressement qui me permet d'être libre. Ce qui vous a éloigné de l'ambition présidentielle, c'est cette idée que l'ambition dévore tout et détruit à l'intérieur de vous tout. Vous devez être stupéfié par le spectacle autour de vous en permanence. Mais je Chez pense, les Républicains. Mais ailleurs aussi. Vous savez, moi j'ai connu plusieurs présidents de la République de près. J'ai connu Giscard. Il se trouve que Mitterrand était picto-charentais, que mon père avait été avec lui dans le gouvernement de Mendès-France, donc je l'ai connu. J'ai connu évidemment Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Et c'est une caractéristique que vous avez retrouvée chez tous ces hommes-là? Et je vois que pour arriver à cette ambition-là, il y a des conséquences terribles. Donc, je pense que les très grands arrivent à maîtriser un peu les choses, mais c'est quand même extrêmement difficile. Et quand vous voyez un peu leur vie personnelle, ça a laissé des traces assez fortes. Donc, il y a quelque chose de destructeur dans cette ambition pour cette élection qui est la plus difficile au monde. Alors, il y a une expression qu'on connaissait, Jean-Pierre Raffarin, c'est « mieux vaut perdre une élection que perdre son âme ». Vous en avez utilisé une autre au cours de cette émission, mieux vaut perdre une élection si ça n'est pas pour réformer la France. Ça, c'est le message pour tous les candidats à la primaire. Je pense qu'aujourd'hui, où nous en sommes, nous ne pouvons plus jouer l'ambiguïté. Vaut mieux perdre que de l'impuissance. Je pense que c'est ça la clé de l'avenir aujourd'hui. Si on est dans la situation d'extrême gravité dans laquelle nous sommes, si on en a conscience, il faut proposer des solutions et dire aux Français les solutions qu'on propose. Et c'est les Français qui choisiront. C'est à eux de choisir. Ils sont assez grands. Je fais confiance à leur jugement. Moi, je fais confiance aux électeurs. J'ai pas peur de l'élection. J'entends des gens qui disent « Ah, il faudrait pas pouvoir faire 2 mandats de suite parce que s'il était réélu, il ferait bon. » Non, il faut faire confiance aux Français. Les Français ont le bon sens pour choisir, mais pour cela, nous, on ne doit pas jouer l'ambiguïté. Et si on joue l'ambiguïté, on débouchera sur l'impuissance et c'est contraire à ce qu'il faut pour la France. Merci Jean-Pierre Raffarin, merci Perrine, merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, notre invité sera François Bayrou. À très vite. Un de vos amis.